médecine, émission spéciale un mardi par mois avec le professeur Robert Hayat, présenté par Lise Gutmann. Et ce matin, professeur Hayat, bonjour, nous recevons... Bonjour Lise. Merci, nous recevons le docteur Hugues. C'est le deuxième volet de l'émission consacrée à son livre « Médecin au cœur des hommes », paru en juin 2018 aux éditions Enfortas. Docteur Christian Hugues, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes médecin vasculaire, vous partagez votre activité entre l'hôpital et votre cabinet libéral depuis 35 ans. Vous êtes actuellement le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'Ordre des médecins. Et donc, nous allons parler de vos livres, de votre livre que je viens de citer. Le livre est écrit d'une plume élégante et précise. Votre livre est en partie essai, en partie autobiographie, et vous précisez avec une infinie pudeur: je raconte ici ce que je peux dévoiler sans me trahir et sans trahir mon passé. Mais dans cet ouvrage où transparaît constamment votre grande culture, vous menez également une réflexion approfondie sur la profession médicale avec ses acteurs, le patient, le médecin et son institution, le Conseil de l'Ordre, mais aussi la maladie, qui est le lien entre ces différentes entités. Nous allons donc débattre de tout cela avec vous et avec le professeur Hayat, qui va vous poser la première question. Docteur Hugues, vous avez 20 ans quand votre papa décède un jour de Noël. Il était ingénieur des ponts et chaussées. Il avait fait sa carrière en France d'outre-mer et dans l'Empire colonial. Et vous écrivez, je cite, et on le comprend très bien, « La perte de mon père a été ma plus grande souffrance et mon plus grand salut ». Un commentaire, s'il vous plaît. Oui, la plus grande souffrance, parce que vous avouerez que perdre son père quand on n'a que 20 ans, à peine sorti de l'adolescence, et qui plus est, un jour d'une fête familiale, comme le jour de Noël, est une souffrance majeure. On est appelé par l'hôpital un petit matin, à 4 heures, on est réveillé de la torpeur, où on sait que son père est souffrant, mais on ne voit pas la fin, on l'imagine même pas ce jour-là, et on s'en va dans la rue avec une maman déjà en larmes, le reste de la famille qui pleure, et on voit à travers les fenêtres les sapins qui scintillent, et on imagine la joie et la liesse des gens du bonheur qui nous entourent. On prépare les fêtes. Moi, j'avais l'impression d'être au bord du gouffre, ou en tout cas au bord du précipice. Donc la grande souffrance, elle est là. Je vous passe ensuite les scènes sordides que nous vivons quand on perd un être cher, et je vous laisse les découvrir dans le livre. En ce qui concerne la perte de papa, vous n'avez pas dit qu'il était un résistant, et là encore, je l'ai dit dans le livre, combattant volontaire et 39-45 et résistant. Il était pour moi plus qu'un modèle, il était une référence virile, une référence humaine, et sa disparition ne m'a laissé que quelques mots: courage, honneur, dignité. Et lorsqu'il est parti, j'ai tout fait pour mettre en exergue ces qualités qui m'étaient imprégnées. Et malheureusement, j'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir échanger avec lui après la maturité de l'âge. Donc le plus grand salut, il est là, c'est que j'ai essayé, en le sublimant probablement, de l'imiter, et c'est peut-être ça le salut. Docteur Hugues, toujours dans le même contexte, le mot résilience revient régulièrement, plusieurs fois sous votre plume, et je vous cite: « La résilience fait partie de moi, elle s'impose à moi ». Pourriez-vous, s'il vous plaît, la définir et commenter ce propos ? Alors là, c'est une véritable colle, parce que ma modestie va souffrir par cette question, surtout si un certain Boris Cyrulnik nous écoute et fait partie de vos auditeurs. Je pense que oui. Mieux que quiconque, il a dépeint parfaitement la résilience, notamment à travers son livre Le merveilleux malheur. Et ce confrère neuropsychiatre expose que, après, à chaque fois qu'il y a un deuil, une maltraitance, un abandon, une violence, des traumatismes divers,
qui aboutissent toujours à une grande souffrance, eh bien, on peut découvrir justement cet élan nouveau, quelque chose qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes pour rebondir. Et en ce qui me concerne, ces épreuves de la vie, auxquelles nul d'entre nous n'échappe finalement, parce que je n'ai rien d'exceptionnel, j'en ai fait quelque chose qui nous rend plus forts, peut-être plus tolérants, en tout cas plus attentifs à la souffrance des autres, alors que certains sombrent dans la dépression, dans le burn-out, ce qui n'est pas exclu que ça ne m'arrive pas, mais en tout cas, j'ai fait de mon parcours professionnel une analyse plus humaine, probablement, de la souffrance des autres, à travers ma propre souffrance. Docteur Hugues, je vous remercie. Enfant puis adolescent, vous avez deux passions, si je puis dire. Vous pratiquez l'équitation avec votre cheval qui s'appelle Cassius, mais vous jouez également du piano et, à ce sujet, vous délaissez vite les sonates et les symphonies au profit du ragtime et du jazz, dont vous allez régaler très régulièrement le week-end à l'heure du thé les clients d'un grand hôtel de Normandie. Alors, sur ces deux points, le cheval et le piano, ça vaut un commentaire. Ça vaut un commentaire, en effet. Je commencerai par l'équitation. Une vie qui reste néanmoins très ordinaire, parce que être à la fois sportif et musicien, c'est beaucoup de mes collègues qui connaissent ce parcours. Néanmoins, l'équitation a quelque chose de banal, c'est qu'elle impose un certain équilibre. Ça s'appelle l'assiette pour le cavalier, mais l'équilibre, c'est aussi l'équilibre de soi-même, c'est-à-dire se positionner moralement par rapport aux différentes attaques que la vie nous amène. Ensuite, le sport de compétition, tel que j'ai pratiqué l'équitation, nécessite de mesurer en permanence ses performances personnelles pour pouvoir les dépasser. Et lorsque l'on forme un couple, que ce soit par exemple dans le patinage artistique, que ce soit dans un double au tennis, eh bien on a affaire à un partenaire, on se fait des signes, on s'interpelle, on se programme quelque chose. Avec un animal, les choses sont beaucoup plus difficiles et demandent des efforts conjugués et attentifs, simultanés, pour trouver une harmonie et une entente. Alors c'est une fusion qui s'opère entre deux êtres très différents, mais quand ça marche, c'est un couple magnifique. Et là, la mythologie grecque représentant le centaure Pholos est très significative de ce couple. Elle nous donne en effet un aperçu de la triple nature psychique et pulsionnelle, charnelle et matérielle, religieuse et spirituelle du fameux Sagittaire. En correspondance avec les trois éléments qui constituent l'arc, on va dire que c'est la branche qui forme le corps de l'animal, la corde qui va être de l'arc, qui va être la tension que nous pouvons ressentir, et la flèche qui va être dirigée dans les trois directions, le présent, le passé et l'avenir. Et brusquement, lorsque ma chute a été dramatique, eh bien, j'ai perdu connaissance, j'ai été pris en charge par les confrères, etc. Et je n'ai eu des nouvelles malheureusement de mon cheval que un peu plus tard. Et lorsque j'ai appris la douloureuse séparation qui allait s'opérer en nous, eh bien, j'ai décidé de ne plus remonter à cheval. C'était pas de la résilience, c'était une décision réfléchie, brutale. Mais l'avenir est fait d'incertitudes et ma première fille a eu cette passion qui s'est développée par elle-même de l'équitation, et je suis remonté à cheval pour l'accompagner dans cette voie. Et le piano, alors, qu'en Alors, est-il? le piano, écoutez, je pourrais en parler beaucoup. En deux mots. En deux mots. Alors, simplement, j'ai eu une éducation classique. On commence par le solfège, la méthode Rose. Ensuite, on apprend la truite de Schubert, le clair de lune. On apprend la sonate au clair de lune. On apprend la lettre à Élise. Et puis, tout ça nous mène à l'adolescence. Et l'adolescence, eh bien, c'est la rébellion. Soit on jette le clavier, on ferme définitivement son piano, soit au contraire, on s'oriente vers autre chose. Et il se trouve que j'étais un peu rebelle et des parents peut-être un peu classiques. Et du coup, j'ai choisi de développer mes talents, entre guillemets, de musicien vers un autre style musical qui était le ragtime.
et on a fondé au lycée un groupe de musiciens qui est resté au stade du foyer ou des fêtes familiales. Et voilà. Quant à mon arrivée dans la Normandie, je suis sûr que vous y aviez des admiratrices quand vous jouiez. Oui, c'est vrai. Oui, c'est évoqué dans le livre. Quelques buveuses de thé d'un certain âge qui me demandaient de jouer les feuilles mortes ou des choses comme ça. Je n'ai fait ça qu'après le décès de mon père, de manière à ne pas demander de l'argent à ma mère et d'être le plus rapidement possible indépendant. Docteur Hugues, je vous remercie et je vous demande, ayant choisi la médecine, au tout début, vous commencez pendant vos vacances à être agent hospitalier, brancardier, à l'hôpital, près de Broussais, et c'est là que vous arrive un soir une aventure mémorable que vous décrivez admirablement dans de véritables pages d'anthologie. Je ne sais pas si vous la raconterez à nos lecteurs, mais donnez-nous un peu l'ambiance. C'est le début de ma carrière hospitalière a été en effet de gravir tous les échelons de la vie hospitalière parce que mon père considérait que si j'étais un jour médecin, je devrais connaître tous les postes de la hiérarchie hospitalière. Donc j'ai commencé par être agent hospitalier. Donc à l'époque, il n'y avait pas de prestataire de service, donc on nettoyait les couloirs. Ensuite, j'étais brancardier. Ensuite, j'étais aide-soignant. Et puis je suis devenu externe, puis FFI, puis voilà. Et comme papa n'était plus là, et dans un souci justement d'indépendance, eh bien, j'avais les cours à la faculté le jour, et puis je faisais les gardes de nuit. Et c'est dans ce contexte de garde de nuit que m'est arrivée cette aventure cauchemardesque, dont je garde encore une empreinte de temps en temps et par quelques nuits d'insomnie. Mais je préfère la taire pour que les lecteurs puissent la découvrir. Bien sûr. Vous avez raison. C'est la meilleure chose à faire. Alors, je vous propose de rester en studio avec nous. On marque une pause, on se retrouve juste après. Je rappelle que vous êtes avec nous pour votre livre « Médecin au cœur des hommes » paru en juin 2018 aux éditions Amfortas. À tout de suite. Et l'on reprend le cours de notre émission, un info médecine spéciale en compagnie du professeur Robert Hayat. Et notre invité ce matin est le docteur Christian Hugues pour son livre Médecin au cœur des hommes paru en juin 2018 aux éditions Amfortas. Alors, docteur Hayat, si vous le permettez, c'est moi qui reprends. Docteur Hugues, de votre passage dans les hôpitaux, vous avez tout retenu. Rien ne vous a échappé. Et vous donnez une description saisissante des salles communes, des odeurs, de la toilette des patients, des crachoirs et surtout des différents types de grands patrons. Un commentaire ? Le commentaire pourrait être très long. Je vais essayer de faire bref. D'abord, quand on arrive en fin d'adolescence et qu'on est confronté comme ça à ce qu'on vit dans les hôpitaux, heureusement les salles communes n'existent plus, mais on a tous nos sens en éveil. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, tout est exacerbé. Et quand on voit, par exemple, dans les salles communes de médecine, de chirurgie vasculaire, les membres amputés qui s'élèvent comme des cierges vers le ciel, c'est quelque chose qui est épouvantable. Quand on entend ces cris de douleur toute une nuit avec les râles des malades, quand on ressent ces odeurs des fluides corporels, à la fois âcres et putrides, lorsque on touche ces corps dont la vie s'est échappée et qui apparaissent froids, cireux, qui n'ont plus la consistance de ce qu'on connaît, à 20 ans, c'est quelque chose d'effrayant. Et on a besoin de se construire à travers ça, on a besoin d'avoir d'autres images et de pouvoir évoluer différemment. Les patrons, eh bien, c'est des êtres très particuliers, parce qu'on voit de tout. Le meilleur comme le pire. J'osais pas le dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut rencontrer des patrons extraordinaires qui sont capables de s'asseoir au lit du malade, de prendre la main, d'expliquer l'avenir, l'espérance en tout cas qu'il faut toujours avoir d'une maladie. Et à l'inverse, on a des patrons qui sont enfermés dans leur bureau, qu'on ne voit jamais. On voit des professeurs qui n'ont aucun sens pédagogique
Et à l'inverse, on voit ceux qui nous enseignent, qui n'ont pas le titre de professeur, mais qui sont des êtres remarquables. Voilà. Et du coup, professeur Hayat, je suis sûr que vous faites partie de cela. Monsieur Hugues, vous me faites marrer là. Alors, je pose la question suivante. À la quarantaine, vous désirez connaître le fonctionnement de l'ordre des médecins qui établit les lois du code de déontologie, qui reçoit les plaintes des patients et qui peut même condamner les médecins. Quelles étaient alors vos motivations pour y accéder, pour vous y faire élire ? Alors, je crois qu'on ne se fait pas élire au conseil départemental. On postule, on présente une candidature, et ce sont nos confrères qui nous élisent sur une profession de foi, sur la connaissance qu'ils ont de notre comportement. Il faut beaucoup d'altruisme, il faut un sens de la confraternité très développé. Quant à moi, si j'ai voulu connaître le Conseil de l'Ordre plus en détail, c'est parce que, à cette époque-là, le Conseil de l'Ordre était une forteresse infranchissable, avec impénétrable, avec des gens qu'on ne rencontrait jamais, sauf si on avait commis des erreurs. Et Dieu merci, ce n'était pas le cas. Donc je ne connaissais pas l'institution ordinale dans laquelle j'étais inscrit. Donc j'ai voulu pénétrer ce monde de manière à l'ouvrir à mes confrères. Et depuis que j'ai eu l'honneur et la fierté d'être président du département des Hauts-de-Seine, eh bien, j'ai tout fait justement pour que cette institution ordinale et son siège deviennent pour nous une maison de médecins, c'est-à-dire un endroit où on peut accueillir les confrères à la faveur de tables rondes, à la faveur de questions diverses, où on peut toujours nous rencontrer et nous interpeller pour une difficulté sur la rédaction d'un certificat ou une difficulté avec un patient particulier. Merci, docteur Hugues. Je voulais vous demander, dans votre engagement, il y a une constante. Cette constante, c'est comprendre la souffrance du médecin, donc de celui qui prend en charge, en principe, la souffrance des autres. Et face au malheur, parfois répété, qui frappe les patients, la souffrance du médecin est immense, et vous écrivez, c'est un cri, comment ne pas se révolter, comment ne pas hurler? Un commentaire, s'il vous plaît. On l'a tellement vécu, ça, monsieur Hugues. On le partage, là. Évidemment. Et on demande beaucoup aux médecins. On demande peut-être trop. Il est celui qui console, il est celui qui réconforte, il est celui qui soigne, évidemment. Mais de fait... Et qui, en principe, ne doit pas craquer, en plus. Exactement. L'alcôve de la consultation est souvent le théâtre de scène qui dévoile la douleur, la plainte, la souffrance. Le médecin la reçoit constamment de ses patients d'une manière récurrente et répétitive, et il doit y répondre sans lassitude, même si lui aussi, ce jour-là, il traverse une période des plus sombres. Alors il vit dans le déni, il essaye de faire face, mais soudain tout explose, c'est la catastrophe, les démons le rattrapent, et c'est le dérapage incontrôlé. Les 7 péchés capitaux expliquent souvent les dérapages de nos confrères, les infractions à la déontologie, et je pense qu'il faut les comprendre plutôt que de les condamner. Aujourd'hui, nous assistons à un chiffre en croissance énorme du burn-out, un terme anglo-saxon qui n'est pas une anecdote chez les médecins. C'est une cruelle réalité, et j'ai envie de dire que c'est presque une injustice, alors que la souffrance frappe celui qui cherche à la combattre pour les autres. De même, je suis choqué aujourd'hui par le nombre croissant de médecins agressés par leurs patients. Souvent, ils le sont sous forme d'insultes ou de menaces. Parfois, ils le sont même d'une façon beaucoup plus violente. Physiquement. C'est physique. Et ça, c'est incompréhensible, sauf si on se réfère à Plaute, Homo hominis lupus est, autrement dit, l'homme est un loup pour l'homme. Et ça a été repris quelques années plus tard par Thomas Hobbes sous la forme du fameux Léviathan, le démon qui sommeille dans tout être. Docteur Hugues, dans l'exercice de sa fonction, le médecin doit trouver, comme vous l'écrivez si bien, un juste équilibre entre empathie et compassion. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces 2 mots, dont vous soulignez d'ailleurs qu'ils ne figurent pas dans le code de déontologie? C'est vrai, ils ne figurent pas dans le code de déontologie,
Et on demande au médecin d'assurer des soins consciencieux et dévoués. On lui demande d'assurer des soins conformes aux données de la science, mais on n'apprend pas au confrère les mots qu'il doit utiliser pour soulager les maux, cette fois MAUX. Alors, tout au plus est enseigné ce qu'on appelle l'effet d'annonce, c'est-à-dire apprendre au médecin à annoncer à un patient qu'il est atteint d'une maladie cancéreuse, par exemple, ou qu'il va subir des soins difficiles. La difficulté pour le médecin est de juger son interlocuteur, autrement dit de juger son patient. Et on a tous rencontré le patient sûr de lui qui nous dit « Oh docteur, dites-moi tout, je veux tout savoir, je veux connaître la vérité », et puis qui s'effondre au moment où, au contraire, elle est proche. Et à l'inverse, des gens qu'on croit plutôt faibles et qui sont capables d'encaisser plutôt dignement la difficulté qui s'annonce et qui met leur vie en danger. Alors, l'empathie, elle est liée au charisme de chacun d'entre nous, et c'est ce qui va faire la différence dans un cursus, puisqu'on a tous à peu près la même culture médicale. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va plaire à un patient ou pas. Et cette empathie, cette compassion, il faut bien faire attention aujourd'hui, parce que il ne faut pas tomber dans l'excès, et notamment dans la familiarité. Alors justement, vous mettez en garde le médecin en disant qu'il ne faut pas confondre empathie et familiarité. Oui, parce que autrefois, le bon père de famille avait tendance à être un peu familier, protecteur, paternel avec ses malades. Aujourd'hui, il faut se garder de cette familiarité, de cet excès de familiarité. Et devant une jeune femme à qui vous venez d'apprendre qu'elle a un cancer du sein et qui sanglote devant vous, eh bien, je crois qu'il faut éviter de la prendre dans ses bras. Ou devant cette femme, cette jeune fille plutôt que vous avez mise au monde, si vous êtes gynéco-obstétricien et qui vient vous voir pour une première prescription de pilule, à qui vous faites un examen complet, elle est nue devant vous, eh bien, faut pas lui mettre une petite claque sur les fesses en lui disant « Rhabillez-vous, jeune fille, tout va bien ». C'était vrai, peut-être, ou admis il y a quelques années. Aujourd'hui, ça serait un drame social et ça condamnerait immédiatement le médecin. Donc la posture est très délicate entre justement cet excès de familiarité et l'empathie, la compassion qui est nécessaire parce que c'est ce qui nous relie avec nos patients. Docteur Hugues, c'est tout récent ou relativement récent, la télémédecine est désormais inscrite dans le Code de santé publique. Avez-vous un commentaire à faire là-dessus ? La télémédecine est inscrite depuis le 15 septembre, donc c'est en effet c'est tout récent. Quelque chose qui est très récent. Du coup, la pratique est encore un peu balbutiante, mais elle nous interpelle parce que c'est dans la télémédecine. Vous avez parlé de téléconsultation, il y aura aussi la téléexpertise et beaucoup d'autres choses qui nous amènent à l'intelligence artificielle. Alors, si l'on veut devenir un médecin augmenté, c'est parfait. Si l'on veut devenir un médecin robotisé, c'est hors de question. Et l'éthique veillera de manière à ce que la relation médecin-malade soit conservée. Bien, on l'espère très très fort. Merci beaucoup pour ce livre. Merci, monsieur Hugues. Docteur Christian Hugues, le livre « Médecin au cœur des hommes », paru en juin 2018 aux éditions Amfortas. Merci, professeur Hayat, et on se retrouve, nous, le mois prochain. Merci, docteur Hugues, et bonne journée à tous les deux. Merci, au revoir. Lise, merci. Encore merci. Bonne journée, chers auditeurs. Médecine, émission spéciale un mardi par mois avec le professeur Robert Hayat, présenté par Lise Gutmann.